Malgré tous les précurseurs que nous venons de voir, les États sont peu enclins à limiter leur souveraineté et de donner suite aux demandes d'internationaliser les droits de l'homme. Ceci malgré le fait d'ailleurs qu'il y a eu plusieurs propositions dans la période d'entre-guerres et ces efforts se sont intensifiés pendant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les droits de l'homme sont invoqués comme le fondement d'un nouvel ordre mondial. Ils deviennent aussi une cause au nom de laquelle les Alliés combattent les pouvoirs de l'Axe. Dans ce contexte, la campagne de l'écrivain Herbert George Wells a eu un grand impact. Elle a été déclenchée par une lettre écrite dans le journal The Times en 1939. En effet, Wells a publié un projet d'une déclaration internationale des droits de l'homme. Il l'a repris plus tard et publié sous version modifiée dans un ouvrage dont le titre est révélateur. L'ouvrage est intitulé « The Rights of Man » or « What are we fighting for ?» La déclaration de droits de Herbert George Wells a été diffusée d'une façon très large, non seulement en Europe, mais aussi sur le continent asiatique et africain. Plus de 100 000 exemplaires ont circulé et ont été diffusés dans 48 pays. Des efforts ont aussi été entrepris pour rendre la déclaration accessible dans les pays appartenant à l'Axe. La communauté académique n'est pas non plus restée silencieuse. Souvenons-nous de Hersch Lauterpacht, notamment, et de son projet d'une International Bill of Rights, présenté au public d'abord en 1943 et publié sous forme de livre en 1945. Dans le monde politique, le président américain Franklin Delano Roosevelt invoquait aussi les droits de l'homme comme justification idéologique pour lutter contre l'Allemagne et ses alliés. Dans son discours sur l'état de l'Union du 6 janvier 1941, Franklin Delano Roosevelt esquissait sa vision de nouvel ordre mondial. Un ordre mondial où toute personne, partout, doit pouvoir jouir de 4 libertés fondamentales. La liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de vivre à l'abri du besoin et la liberté de vivre à l'abri de la peur. Roosevelt a confirmé sa vision d'un ordre mondial respectueux de ces 4 libertés dans une déclaration commune avec le Premier ministre britannique Winston Churchill. Cette déclaration est connue sous le nom de la Charte de l'Atlantique. La Charte de l'Atlantique a été adoptée à l'issue de la conférence de l'Atlantique qui s'est tenue au bord du navire USS Augusta. La Charte elle-même a été adoptée le 14 août 1941. La Charte contient des principes de base d'une nouvelle politique internationale qui repose notamment sur la justice, la liberté, la paix, la fraternité et la sécurité. Avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ces principes ont été approuvés par 25 États. La Charte de l'Atlantique servit de base à la Déclaration des Nations Unies, signée le 1er janvier 1942 par les représentants de 26 pays en guerre contre l'Allemagne et ses alliés. Elle servit également de base à la Charte des Nations Unies, signée le 26 juin 1945 à San Francisco. Pour les auteurs visionnaires des droits de l'homme comme Hersch Lauterpacht, l'adoption de la Charte des Nations Unies fut cependant une déception. Selon Lauterpacht, l'internationalisation des droits de l'homme devait en effet reposer sur 2 piliers pour être effectif. Le premier pilier, c'est une charte internationale des droits de l'homme, par quoi il entendait un instrument juridiquement contraignant. On ne pouvait donc pas se contenter simplement de déclarations politiques. Ensuite, il fallait, selon Lauterpacht, aussi un mécanisme international de surveillance. Le régime nazi l'a montré, les États sont capables d'actes monstrueux face à leur propre population. Il fallait donc limiter la souveraineté de l'État par l'instauration d'un contrôle externe. Lauterpacht avait en tête notamment la création du cours mondial en matière des droits de l'homme. Cependant, si nous regardons la Charte des Nations Unies, on n'y trouve aucun catalogue des droits de l'homme. On n'y trouve aucune mention non plus d'un contrôle extérieur, d'un contrôle international en matière des droits de l'homme.
En effet, au sujet des droits de l'homme, la charte est assez sommaire. Elle mentionne les droits de l'homme dans le préambule. Elle érige le respect des droits de l'homme en but des Nations Unies et en but de la coopération internationale. Ces dispositions de la charte, cependant, il faut les lire aussi en lien avec d'autres principes de la charte. La charte consacre notamment le principe de la souveraineté égale des États et le principe de la non-ingérence dans les affaires intérieures. Comment concilier donc le respect des droits de l'homme d'une part et le principe de la souveraineté et de la non-ingérence d'autre part? La charte ne nous donne pas une réponse à ces questions. D'un point de vue institutionnel, la charte prévoit à l'article 68 la compétence du Conseil économique et social de créer des commissions qui peuvent aussi donc promouvoir le respect des droits de l'homme. Le Conseil économique et social n'a pas tardé de faire usage de cette compétence. En 1946, il a créé la Commission des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme est le précurseur du Conseil des droits de l'homme. C'était pendant 6 décennies l'institution principale vouée à la protection des droits de l'homme dans le système onusien. C'est en effet en 2006 que le Conseil des droits de l'homme a remplacé la Commission des droits de l'homme. La première mission de la Commission a été la rédaction d'une charte internationale des droits de l'homme. La Commission, qui était présidée par Eleanor Roosevelt, estimait qu'une charte internationale des droits de l'homme devait comprendre 3 volets. D'abord, une déclaration des droits de l'homme, la déclaration étant un instrument juridiquement non contraignant. Ensuite, il faudrait une convention qui protège les droits de l'homme. Là, il s'agirait donc d'un traité international, un instrument juridiquement contraignant. Et ensuite, il faudrait, comme l'avait proposé aussi Lauterpacht, des mécanismes de mise en œuvre internationaux. Dans l'immédiat, seulement le premier point a pu être réalisé. Mais même le projet de rédiger une déclaration des droits de l'homme, donc un instrument juridiquement non contraignant, a été ambitieux. Il s'est heurté à plusieurs obstacles. D'une part, l'effet de la guerre froide s'est déjà fait ressentir, ce qui a amené une polarisation entre le bloc soviétique d'une part et le bloc occidental d'autre part. Autre point contentieux, c'était l'ambition au fond universelle de la déclaration. Dans ce contexte, un texte écrit par l'Association américaine d'anthropologie a fait beaucoup parler de lui. Dans ce document, l'association d'anthropologie, au fond, a défendu un point de vue relativiste. Elle était très sceptique face à cette ambition d'écrire une charte avec une portée universelle en matière des droits de l'homme. Voici un passage clé. Standards and values are relative to the culture from which they derive, so that any attempt to formulate postulates that grow out of the beliefs or moral codes of one culture must to that extent detract from the applicability of any declaration of human rights to mankind as a whole. Ideas of right and wrong, good and evil, are found in all societies, though they differ in their expression among different peoples. What is held to be a human right in one society may be regarded as antisocial by another people or by the same people in a different period of their history. The saint of one epoch would at a later time be confined as a man not fitted to cope with reality. Even the nature of the physical world, the colors we see, the sounds we hear, are conditioned by the language we speak, which is part of the culture into which we are born. La discussion sur l'universalisme des droits de l'homme a aussi été alimentée par une étude de l'UNESCO. En effet, en 1947, l'UNESCO mena une grande enquête sur les fondements des droits de l'homme. Elle l'a fait sous forme de questionnaire qui a été envoyé à environ 150 personnes de notoriété mondiale et des personnes qui représentent différentes cultures. L'UNESCO a reçu environ 70 réponses en retour qui ont servi de base au rapport qu'elle a rédigé.
Les conclusions de ce rapport sont plus positives que les propos que nous venons d'entendre de l'Association américaine d'anthropologie. Il proposait notamment un catalogue de droits de l'homme qui faisait, selon l'UNESCO, objet d'un accord transculturel. La vision de l'UNESCO n'a pas été excessivement optimiste. Le 12 décembre 1948, l'Assemblée générale a adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. La déclaration a été adoptée avec quelques abstentions, mais sans aucune opposition. L'adoption sans opposition représente, dans les paroles de Stéphane Hessel, certainement un des derniers moments consensuels de la communauté internationale. L'adoption de la Déclaration universelle a marqué la naissance des droits de l'homme au niveau international. Lisons pour finir quelques extraits du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Nous retrouvons dans ce passage cité plusieurs idées que nous avons déjà vues dans les 2 premières semaines de ce cours. Nous y voyons l'idée que les droits de l'homme sont des réactions contre des tragédies humaines, notamment ici la tragédie du nazisme. Nous y retrouvons également la vision de nouvel ordre mondial et l'aspiration universelle des droits de l'homme.